Le monde ludique a changé. Je le vois dans l'édition. Je le ressens dans le dépunch. Je le sens dans la mécanique. L'année 2023 tirait sa révérence dans un éclat de nouveauté, une frénésie ludique qui transcendait les frontières du jeu. Dans cette forge, au fin fond de la gruyère, 4 meeples émergeaient des ombres, forgés dans les creusets de la passion ludique, prêts à élire les merveilles parmi la mer infinie de jeux. Un meeple sculpté avec la fureur de la compétition était confié à Camille, la déesse de la défaite inacceptable, dont la détermination était aussi tranchante que la lame d'un katana. Un autre meeple, porteur des secrets des jeux d'ambiance et des petits trésors ludiques, était remis à Vanny, le maître des rires et des moments inoubliables. Le troisième meeple, surnommé l'expert, était confié à Loïc, l'œil critique qui pouvait déceler la moindre faille dans l'armure d'un jeu, dévoilant ainsi son authenticité. Le dernier meeple, symbole de l'aventure incessante, reposait entre les mains de Dylan, le vagabond des jeux, toujours prêt à plonger dans l'inconnu ludique. À travers ces 4 meeples, ils ont été choisis pour affronter la marée infinie de jeux déferlant cette fin d'année. Mais ils étaient loin de se douter du défi qui les attendait. Une multitude de jeux surgissaient de toutes parts, inondant le marché d'une créativité effervescente. Éditeurs, auteurs et illustrateurs se disputaient l'attention des joueurs, façonnant ainsi une époque où les choix étaient plus difficiles que jamais. Nos protagonistes persistèrent, naviguant à travers ce déluge de possibilités ludiques. Leur tâche était immense, leur quête périlleuse, mais ils ne lâchèrent rien. La vallée de la Jeune devint le théâtre de leur épopée, où les meilleurs jeux de cette fin d'année allaient être révélés. Que résonnent les dés, que vibrent les cartes, car l'ère des jeux de 2023 allait être consacrée par leur choix. Bonjour tout le monde, je me présente, Mims, fan inconditionnel de jeux de société. Je fais partie de la communauté et de la chaîne On Joue Tu, mais aujourd'hui j'aurai le plaisir de rejoindre l'équipe des Hauts Plateaux pour vous présenter leur sélection des meilleurs jeux des 6 derniers mois de l'année 2023. Croyez-moi, ils ont testé beaucoup de jeux et à l'issue de chacune de leurs parties, ils les ont notés secrètement. Une sélection de 15 jeux a été faite avec ceux ayant récolté les meilleures moyennes, mais pour le moment, aucun membre de l'équipe ne connaît cette liste. Dans cette première partie, vous ainsi que Camille, Dylan, Vanny et Loïc allez pouvoir découvrir quelle est cette sélection de jeux. Et c'est suite à cela que, toujours secrètement, ils devront choisir quels sont leurs jeux préférés de cette sélection. Enfin, la triomphante sélection finale se fera sur un jeu inspiré du trio To ou Topo. Pour cette dernière étape, nous aurons le plaisir de découvrir la forge de l'Absinthe à Charmey. Bon allez, laissons l'équipe découvrir les jeux sélectionnés.
Ok, let's go! Ça y est, c'est le moment de la vérité. Est-ce que je vais être déçu? Grosse question. Déjà, on peut quasiment être sûr, il y aura Sky Team. Si Sky Team n'est pas là, je fais un meurtre, je crois. J'ai très peur. J'ai très peur. Alors, petite découverte. Ok, alors. Ouh! Ah, c'est une bonne sélection. Ah, bah il y a quelques surprises. Ah oui. Il y a deux jeux peut-être qui m'étonnent dans cette sélection. Ah non, ça je suis content. Et voilà, et je vais me faire foutre. Non! Oh, putain, fais chier! Bah écoute, franchement, je suis content. C'est quand même une bonne sélection, je pense. Oh là là, bon, ceci dit, il y a quand même quelques dingueries. Il y a des belles choses qui sont sorties. Oh là là, quelle fin d'année de malade. Quelle fin d'année de malade, les amis. Moi, je suis assez contente. C'est de nouveau une sélection pour moi. Alors, pour commencer tout ça, on va se prendre un petit thé parce que il fait pas très chaud. Comme ça, vous allez bien pouvoir apprécier les bruits de bouche. On va pouvoir commencer à parler de certaines choses qui me surprennent. Une chose qui me surprend, c'est de déjà ne pas avoir Ancient Knowledge, mais d'avoir à la place Château Blanc. Pour ma part, Ancient Knowledge était quand même un cran au-dessus de Château Blanc, même si j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Château Blanc, du coup, qu'est-ce que c'est? Dans le Château Blanc, vous êtes tout simplement dans le Château Blanc de Himeji, où vous allez pouvoir envoyer différents personnages, que ce soit des guerriers, des partisans ou des jardiniers à différents endroits du plateau afin de gagner des points. Mais le plus important, c'est qu'il faut absolument optimiser chacune de ces actions, puisqu'on n'en a que 9 dans toute la partie. Vous allez en fait avoir ici différents ponts dotés des couleurs de dés. On va les mettre en ordre croissant. Ici le plus bas et de l'autre côté du pont on aura la valeur la plus haute. Et à votre tour, c'est très simple, vous allez prendre un des dés sur une des extrémités du pont, la placer sur un des endroits disponibles sur le plateau afin d'y faire une action. Quand vous faites une action, vous allez pour la plupart du temps faire des réactions en chaîne, de gagner des ressources, de les dépenser ensuite parce que ça vous permettra d'envoyer des partisans dans le château, de le faire évoluer également. Il y a plein de choses qui vont s'enchaîner au fur et à mesure et c'est ça qui est très jouissif dans ce jeu. Et en vrai, à deux, on peut facilement partir sur une deuxième partie directement. Ce qui fait que le jeu est dynamique, rapide, assez simple à prendre en main et très efficace. Je suis pas surpris qu'il soit dans cette sélection, mais je suis surpris qu'il ait remplacé Ancient Knowledge. Celui-là aussi, c'est une super bonne découverte. Un jeu coopératif où on va incarner un détective et on va essayer de trouver le coupable. Dans ce jeu, le joueur alpha n'existe pas. Et ça, c'est une très bonne chose. Très prenant. Coopératif d'enquête, dans lequel chaque personne va avoir des images. Ces images, on ne pourra pas les montrer aux autres. Il faudra uniquement les décrire. Lorsqu'on décrit une image, on peut décrire tout ce que l'on souhaite. Il n'y a pas de restriction sur la description. Ce qui va être très compliqué, c'est comment est-ce qu'on va décrire nos images afin d'avoir un dialogue suffisamment clair envers les autres afin de leur donner les bonnes informations. De louper un petit point qui était peut-être caché à un endroit peut être dévastateur. J'ai été directement amoureux de ce jeu. C'est tout ce que j'aime aussi en termes de communication. C'est là où on a le summum de l'interaction, je trouve, dans ce genre de jeu à enquête. On a un total de 3 scénarios divisés en 4 chapitres. L'initiation est magique. Vraiment, c'est un jeu, mais de fou. Ça me donne envie quand même d'aller plus loin dans ce jeu-là parce que la sensation était vraiment folle où au début on voit toutes ces images et on se dit quel est le lien entre tout ça, je comprends rien. Et après, quand on entend les autres parler, on se dit ah oui, c'est bon, je vois les différents liens. Et on se crée une histoire, on se crée des théories. Et j'adore le fait qu'on puisse se créer des théories quasiment que avec des images. Un autre jeu, je suis très content de le voir là. J'étais pas sûr, mais je suis heureux. D'orge de blé. Ce que je peux dire, c'est que c'est un jeu à l'allemande pour 2 joueurs dans une petite boîte et qui dure 30 minutes. On doit faire ses bières et son pain, gestion de ressources. On a 2 villages, en face de l'autre, il y a une rivière qui nous sépare et on est en train de faire la compétition pour savoir qui
produit le meilleur pain et la meilleure bière. Mais attention, il va falloir avoir un équilibre entre la bière ainsi que le pain. On va avoir comme score final la ressource où on a fait le moins de points. Exemple, si j'ai fait 30 points en bière et 25 en pain, mon score final est de 25. Donc voici comment se présente le plateau de d'orge et de blé. Nous avons chacune de notre côté notre village et c'est totalement symétrique. On a notre boulangerie qui est de ce côté-là et la brasserie ici. On va jouer plusieurs saisons d'affilée. Et chaque saison, on a la saison prospère et la famine. Dans la famine, évidemment, on aura beaucoup moins de ressources. Voici comment sont représentées les différentes cartes. Vous avez une bière ici et un pain ici, qui sont dotées ici avec les pièces de points de victoire. Ici est représenté les ressources qu'il va falloir dépenser afin de brasser sa bière ou de faire son pain. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez les 3 actions qui sont possibles durant le jeu. Tout en haut, on a l'action de récolte. Ça veut dire que on va récolter de l'eau, de la seigle et du blé. La deuxième, c'est dépenser les ressources qu'on a pour pouvoir faire notre pain. Et la toute dernière, c'est une action qui nous permet d'améliorer notre plateau. Et on va mettre les améliorations juste en dessous, correspondant au type de la carte amélioration. Il y a une petite chose que j'ai un petit peu moins aimé, c'est que, comme j'ai dit, on a la phase prospère et la phase de famine. Et toutes les parties que j'ai faites, on n'est jamais arrivé à court de ressources. On a toujours réussi à faire quelque chose et à s'en sortir sans avoir vraiment de précarité de ressources. Une autre surprise. Je sais que c'est pas un jeu qui a énormément fait parler de lui, pour autant c'est un jeu qu'on a beaucoup apprécié dans l'équipe, mais je pensais pas qu'il arriverait dans cette sélection. C'est un jeu d'un auteur neuchâtelois, un auteur suisse, qui s'appelle Arnaud Chablot. C'est son premier jeu et c'est également le premier jeu de Joudini. Avec le jeu Sawari qui est dans nos 15 meilleurs jeux. C'est un jeu où nous baladons dans le désert. On va découvrir des choses au fur et à mesure. Sawari est un jeu compétitif et assez méchant dans lequel nous allons incarner un marchand de la guilde et le but est de devenir le plus grand marchand de la guilde. Le désert va être composé de plein de tuiles et on pourra se déplacer dans ces tuiles. À son tour de jeu, on doit obligatoirement déplacer notre chameau d'au moins une case et ensuite on doit déplacer le chameau de la guilde. Ces chameaux-là nous permettront de bloquer un peu différentes situations dans le jeu puisqu'on ne peut pas aller là où il y a déjà un chameau et on ne peut pas traverser une tuile où il y a déjà un chameau. À chaque fois qu'on arrive sur une tuile avec notre chameau, on peut collecter une des ressources disponibles. On va beaucoup chamailler nos différents adversaires, de prendre des positions, de les bloquer, de prendre des ressources avant les autres, de les attaquer également. On aura un petit combo de cartes aussi à faire durant le jeu et c'est ça qui fait aussi évoluer votre plateau personnel. J'ai plutôt bien apprécié, mais je dois dire que c'est pas forcément le jeu qui m'a le plus marqué durant ces 6 derniers mois et je pense qu'il y en aurait un que j'aurais bien voulu voir. C'est un très bon jeu, il est cool, on l'a joué qu'à 2, je pense que ça vaut la peine de jouer à plus parce qu'on doit se taper dessus, je pense, quand on est 4. Ah, et puis on a aussi des jeux un peu plus de niche, on va dire. On a un jeu ici qui a fait beaucoup parler. Je vous parle ici de Spirit. Quelque chose qui ne plaira pas forcément à tout le monde, quelque chose qui donnera une expérience un peu étrange. Je dirais que c'est même pas un jeu, c'est un objet ludique non identifié. On est dans un jeu coopératif dans lequel quelqu'un va incarner l'esprit et les autres des médiums. Oh, mais ça ressemble à Mysterium, blablabla, oui, ok. Sauf que déjà c'est plus simple, hein, c'est plus court, clairement, et c'est beaucoup plus subtil. L'esprit va devoir faire deviner au médium une carte qu'il aura au préalable choisie, et on aura pour nous aider en fait 3 questions qu'on va pouvoir poser à l'esprit afin de trouver plus facilement la carte qu'il voulait nous faire deviner. Par exemple, ce fantôme, il dit « Je veux enfin goûter cette bouteille de 30 ans d'âge ». Pendant une manche, il y a un des joueurs ou des joueuses qui va poser une question. Les questions sont sous forme de cartes. À ce moment-là, tous les médiums ainsi que l'esprit vont mettre leur doigt sur la goutte. Et l'esprit devra répondre à la question. D'où viens-tu? Je sais pas, je viens de Suisse. S, U, I, S, S, E. Sauf que les médiums auront des contraintes. Les médiums pourront donc influencer le triangle afin que l'esprit ne puisse pas aller sur certaines lettres.
Ils vont pouvoir également influencer le triangle pour obliger l'esprit à aller sur certaines lettres, puisque ça peut être des contraintes également. Ça amène un peu de bordel sur le plateau, mais c'est hyper drôle. À la fin, on va mettre tout autour du plateau de Ouija 6 esprits. À ce moment-là, tous les médiums vont mettre leurs doigts sur la goutte. On va compter 1, 2, 3 et on va positionner la goutte sur le fantôme que l'on pense avoir rencontré. Si c'est juste, on gagne. Si c'est pas juste, bah, on gagne pas de points. En plus de ça, il va y avoir des parties initiatiques qui vont débloquer des nouvelles thématiques qui se font apparemment de plus en plus adultes. Malheureusement, on les a pas fait, on a fait vraiment que le jeu de base. Et malgré le fait qu'on ait fait que le jeu de base, ça a été un énorme coup de cœur. Ça fonctionne pas forcément avec tout le monde, comme je le disais. C'est extrêmement original et c'est plus drôle que ça n'y paraît en fait. Donc, Spirit, allez-y quoi. It's tea time. Obsession. J'étais pas sûr de le voir là. J'ai pas bien compris si Dylan et Camille l'avaient aussi apprécié autant que nous. Obsession, donc vous allez hériter d'une maison de maître dans l'Angleterre victorienne. Cette maison de maître, elle est connue un peu de tout le monde et votre famille est donc connue un peu de tout le monde de la haute société. Il va donc falloir bien se faire voir de la haute société en invitant les gens chez vous. En début de partie, vous avez surtout des membres de votre famille que vous pouvez inviter et vous avez très peu d'activités à disposition ainsi que peu de domestiques puisqu'il va falloir des domestiques pour prendre soin des invités et pour préparer les différentes activités. À notre tour, on va poser une tuile activité, on va mettre le personnel à leur place afin de pouvoir activer les tuiles et on va organiser ça. On va inviter d'autres personnes. Les autres personnes, ça peuvent être des Anglais, ça va très bien, ou des Américains. Les Américains nous amènent un petit peu d'argent, mais par contre, ils sont lourds. Hein. C'est des points négatifs en fin de partie. Et on a les différentes tuiles qu'on va pouvoir acquérir tout au long du jeu qui nous permettra d'avoir des différentes activités, soit de faire du sport, de faire des jeux, d'avoir des débats politiques qui peuvent amener de la réputation envers votre domaine et surtout attirer plus en plus de monde. Ah, Camille. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça va tenir. C'est un jeu rafraîchissant en termes de mécanique de jeu. Visuellement, c'est pas la folie, mais par contre, on se prend au jeu. Le matériel est sublimissime. J'adore la mécanique, qui est relativement simple, et pour autant, il va falloir combiner les différents éléments de jeu de la manière la plus optimisée afin de s'en sortir le mieux. C'est un jeu qui est relativement exigeant, mais c'est un pur bonheur. C'est un jeu un peu à la Bridgerton. J'aime beaucoup le concept, même si j'ai perdu. Franchement, c'est un très bon jeu à découvrir. Après, j'avoue que le thème, l'Angleterre victorienne, est quelque chose qui me fascine. Donc bon, effectivement, c'est un peu un coup de cœur. Vraiment. Un petit thé. Ah, il y en a un, franchement, je m'attendais pas du tout à le voir dans ces 15 jeux, c'est Empire's End. J'ai une petite histoire avec ce jeu parce que j'ai fait 2 parties sur celui-ci. La première m'avait fortement déçu. Empire's End est un jeu de John D. Clair. John D. Clair est un auteur que j'aime bien. Non pas qu'il fait que des bons jeux, il y a même certains jeux qui ont pas mal de défauts, mais il prend des risques. Il essaye des nouvelles choses, il teste des mécaniques, il crée des nouvelles mécaniques. C'est quelqu'un qui aime expérimenter. Et du coup, quand un de ces jeux sort, je suis souvent assez excité de les tester parce que ça sort souvent de l'ordinaire. Et là, c'est pas forcément la mécanique en elle-même qui est inhabituelle, mais c'est le fait qu'il y aura des dilemmes constants. Il faudra en fait détruire notre empire afin de le faire évoluer. Je me suis dit, allez, j'aimerais retenter l'expérience. J'ai refait une partie avec la même config, on a joué à 2 et ça n'a pas du tout été la même chose, on s'est chamaillé, les dilemmes ont été beaucoup plus intéressants. Sur ce plateau, il y aura donc les différentes manches qui seront notées dessus. Là, il y aura une phase de fléau, là, il y aura une phase de croissance, ensuite ici de construction et puis de bataille. On fait donc les différentes manches jusqu'à arriver à la fin et là, on passe à un décompte final. Le décompte final va se procéder de manière assez simple. Les tuiles que vous avez devant vous qui sont encore du bon côté vous rapporteront des points. Si des tuiles sont détruites, elles ne vous rapporteront plus de points. À chaque fois qu'on a une phase de fléau, on va tirer une carte fléau. Cette carte fléau va dire qu'il y a un incendie en 3. On va donc sur notre empire, placer l'incendie en 3, et donc si je prends ce fléau, ça veut dire que ma caserne va brûler.
Comment est-ce qu'on va faire pour ne pas prendre ce fléau? On va miser des ressources. Les ressources que l'on peut miser sont notées ici sur la carte. En commençant par le premier joueur ou la première joueuse, nous allons poser une de nos ressources à côté de la carte. La personne suivante doit ensuite choisir soit de poser une ressource, soit de passer. La première personne qui passe récupère le fléau, détruit donc sa tuile, récupère toutes les ressources qui ont été misées, ça c'est plutôt cool, et ensuite prend la carte fléau. Cette carte fléau, elle a une deuxième information, c'est l'information en bas. En phase de croissance, je vais donc pouvoir activer le bonus qui est noté ici. Je vais donc prendre cette carte et l'attribuer à l'un de mes bâtiments. À partir de maintenant, à chaque phase croissance, je vais donc pouvoir activer ma ferme pour faire ceci. À chaque phase économie, ma ferme me servira également pour activer le bonus qui est noté là. C'est assez addictif, pas trop difficile comme je disais à prendre en main, donc on pourra initier des gens qui n'ont pas l'habitude de gros jeux de gestion, mais par contre ça fait quand même beaucoup réfléchir. Petit jeu avant d'aller dodo, je sais que Dani n'est pas d'accord. Je crois que personne n'est d'accord avec moi, mais ça c'est un jeu que je sortirai juste avant d'aller dodo, ouais. Ça fait du bien, ça grille le cerveau, et comme ça après on dort bien. C'est parfait. Dans ceux que j'aime beaucoup, vous savez qu'on a présenté SkyTeam, qui est un très très bon jeu coopératif en duo, qui est à mon sens un jeu extrêmement plaisant. Une personne incarne le pilote, l'autre le copilote, et on doit faire atterrir son avion. On a ici la planche de l'avion. Ça représente vraiment les commandes. À notre tour, on va lancer les dés en secret. Les dés nous permettent de faire des actions. À tour de rôle, on va mettre un dé sur la planche. Mettons que je vais mettre un 3 ici. Maintenant, c'est au tour de mon collègue. Mon collègue va également mettre un 3 là. Cette position permet de régler l'assiette. On fait la différence entre les deux dés, 3 moins 3 ça fait 0, donc l'avion va continuer tout droit. Si par hasard j'avais mis un 2, l'avion aurait tourné de ce côté. Il faut faire attention à pas trop tourner parce qu'évidemment on se crache. Ensuite, on a la gestion des moteurs. Il faut bien gérer la vitesse. La vitesse, c'est différent parce qu'on va faire la somme des deux dés. 4 plus 1, ça fait 5. Donc, je suis dans cette zone entre le bleu et l'orange. Comme je suis entre le bleu et l'orange, on va avancer d'une seule case. Ensuite, on a les freins. Évidemment, il faut activer les freins. Là, on a le 2, on peut mettre uniquement le 2, le 4 ou le 6. Et il faut faire, évidemment, dans l'ordre. Nos freins, elle va se déplacer de 1. Ça veut dire qu'à la fin, la vitesse doit être, en ce cas, entre 1 et 2. Pour faire atterrir un avion, qu'est-ce qu'on doit faire encore? On doit descendre les volets. Les volets, ça permet de diminuer la vitesse et atterrir à une vitesse convenable. Quand dans les autres situations, on prend le dé avec une valeur de 1 ou 2, qu'on va mettre là pour pouvoir activer. Une fois que c'est activé, hop, on déplace notre gligli orange. Ça va un petit peu élargir cette plage. Parce que ici, on a dit on va avancer de 1. Ici, on va faire du surplace. Par contre, là, on va avancer de 2 cases. Là, en ce moment, si je vais avancer d'une case supplémentaire, il y a un avion devant nous. On va faire un petit accident. C'est pour ça que c'est vraiment important de utiliser la radio. La radio, ça nous permet de dégager les différents avions. De l'autre côté, on a le train d'atterrissage. Un avion, pour pouvoir atterrir, doit descendre tous les trains d'atterrissage. Le fonctionnement est exactement le même. Un dé avec une valeur 1 ou 2 fait descendre le premier. 3 et 4 fait descendre le deuxième. 5 et 6 fait descendre le troisième. Du moment que les 3 sont verts, on peut atterrir. Chose intéressante à dire, de ce côté, on peut activer les trains d'atterrissage dans l'ordre qu'on veut, ça ne change rien. Par contre, les volets, on est obligé d'aller dans l'ordre. Dernière action, peut-être une des plus importantes, c'est le café. On va lancer un dé, on peut mettre n'importe quel dé pour tirer une tasse de café. Le café, ça va nous aider pour modifier la valeur des dés de plus 1 ou moins 1. Parfois, c'est vraiment nécessaire pour éviter de perdre la partie. Fin de la manche, hop, on va descendre l'altitude, parce qu'on est en train d'atterrir, et on recommence. On reprend les dés et on relance les dés. Est idée chez Scorpion Masqué, donc on a une très très belle édition. Je pense vraiment que SkyTeam a marqué la plupart des gens qui ont joué à ce jeu-là, et il mérite amplement sa place dans ces 15 meilleurs jeux. On s'y arrête un petit coup. Ça doit être très agréable en termes de bruit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai beaucoup aimé? Un jeu d'ambiance assez ouf. Franchement, si vous pouvez le faire, donc c'est Ready Set Bet. Donc c'est une course de chevaux et on doit parier durant la course
sur les chevaux. Un deuxième jeu de John Declair dans cette sélection. Ça me fait très plaisir, puisque Ready Set Bet sort de l'ordinaire. Enfin, ils nous fait une course de chevaux et puis on parie sur des chevaux, donc en soi, c'est pas super innovant. Mais comment est-ce qu'on fait fonctionner ceci dans un jeu de société et de manière fluide? Il y a deux manières. Soit quelqu'un va faire speaker ou speaker-in, et à ce moment-là, cette personne va lancer des dés et faire avancer les chevaux tout en annonçant quels sont les chevaux qui avancent. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser une application qui a été traduite par Yellow afin que l'application fasse office de speaker. C'est tellement thématique parce que le plateau est tellement moche, c'est littéralement du copier-coller à tout ce qu'on peut voir sur les courses de chevaux, mais l'ambiance est directement amenée. Petit reproche que je peux lui faire, c'est au niveau de ces cartes ici, les cartes incroyables où on a du texte et qu'on est à fond vraiment dans le jeu quand on parie, et ben ces cartes on les voit pas très bien et la plupart du temps on les oublie, donc on les utilise vraiment pas beaucoup. Ici sur le plateau c'est bien plus visuel, avec les cartes qui sont ici en haut du plateau aussi c'est directement visuel, il n'y a pas besoin de lire quelque chose et ça c'est fortement agréable. C'est de la prise de risque, c'est du pari, c'est fun. Ready Set Bet, si vous aimez jouer en grand groupe, allez-y. Un jeu qui te prend la tête, mon gars. Far Away. Qui était peut-être une évidence en cette fin d'année, Far Away. Alors je suis nul pour le pitcher, je suis sûr qu'un de mes collègues sera un peu plus qualifié pour le faire. Vous avez des cartes comme ceci. Ces cartes vont représenter différents endroits d'un nouveau continent que vous explorez, les personnages que vous rencontrez. Ces cartes vont avoir différentes informations. Ces informations seront très importantes puisqu'elles vous permettront de gagner des points de victoire. Il y aura des informations sur les valeurs des cartes, sur les ressources que l'on peut récupérer, sur les ressources nécessaires afin de gagner les bonus de la carte. Certaines cartes vont avoir des symboles indices, ces indices nous permettront de récupérer des sanctuaires. Ces cartes sanctuaires nous donneront des bonus permanents. Permanents pourquoi ? Puisque à la fin de la partie, lorsqu'on aura joué un total de 8 cartes, donc là j'en mets que 4 bien sûr, on va retourner toutes nos cartes face cachée. Et en commençant par la dernière carte que l'on a posée, on va les révéler et activer leurs effets. Ici ça me donne donc une ressource, mais par contre j'ai pas assez de ressources pour activer l'effet là. Ensuite on passe à la carte suivante. Cette carte nécessite 2 ressources, malheureusement je l'ai pas donc je peux pas activer ceci. Ensuite on passe à la carte suivante et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait révélé toutes les cartes et qu'on ait comptabilisé tous les points de victoire. Ça c'est la première chose qui est très intelligente. La deuxième chose très intelligente, c'est que les cartes, lorsqu'on les pose, on va essayer de les poser de manière croissante. Donc 12, 44 c'est croissant, 41 à 12 c'est pas croissant malheureusement. Mais 44 c'est plus grand que 12. Ce qui veut dire que je peux donc récupérer une carte sanctuaire. Je vais piocher une carte sanctuaire, plus une carte sanctuaire par symbole indice. Donc un total de 2 cartes. Parmi ces 2 cartes, je vais en garder une seule, on va dire celle-ci. Et donc, de manière permanente, j'aurai ces 2 symboles. Les cartes sanctuaires ne sont jamais mises face cachée. Ce jeu, je l'aime beaucoup, mais je le déteste en même temps parce qu'en fait, j'arrive jamais à le comprendre. C'est assez particulier parce que je suis nul à chier sur ce jeu. À chaque fois, je fais les mêmes erreurs. Mon cerveau ne veut pas comprendre comment les corriger, mais quand même, il est très très bien. Et surtout, faut pas passer à côté. C'est un jeu très intéressant ces 6 derniers mois. Non, Naga, j'étais pas sûr de le trouver là, et je suis très content de le trouver. Un tout petit jeu qui est vraiment très simple. Le principe de ce jeu est vraiment hyper simple. Le but c'est de aligner nos 3 pions un à côté de l'autre, que ce soit comme ça ou comme ça. Les 3 ils se touchent et c'est tout bon, on a gagné. Comment on va jouer? À notre tour, on peut déplacer un de nos pions dans la direction qu'on veut, évidemment, dans la direction si on peut. Mettons que je veux prendre celle-là, je peux le déplacer ici, je peux le déplacer là, ou dans cette direction. On va déplacer notre pion jusqu'à quand il va retrouver un obstacle. Une fois que je fais le déplacement, je prends une pièce libre. Évidemment, je ne peux pas enlever des pièces qui sont au milieu et je peux la mettre n'importe où. Maintenant, c'est le tour à notre adversaire. Notre adversaire, il va se dire « Ah bah, je vais faire ça, je prends ça, que je mets ici derrière. » À mon tour, je prends ça, je vais là. Comme ça, je peux libérer éventuellement la place. Là, je lâche la possibilité de faire un 3. Encore une fois, je prends une pièce que je déplace ailleurs. C'est le tour de notre adversaire qui va déplacer là et il va me bloquer. En tout cas, là en ce moment, je suis bloqué, je ne peux pas continuer, etc., etc. J'ai trouvé très malin la manière de déplacer nos pions et on peut en fait faire évoluer notre plateau de jeu et ça amène des réflexions hyper
intéressante. On n'aura jamais exactement la même chose de partie en partie, ça donne des nouveaux dilemmes stratégiques. C'est ça que j'ai bien aimé dans Nonaga. On a beaucoup aimé, c'est de nouveau très addictif, la boîte est minuscule, parfait pour prendre en vacances, à jouer à deux, dans le train, c'est un pur bonheur. Mind Up, je pensais pas qu'on allait le sortir celui-là. Moi je l'ai bien aimé. Un jeu de cartes très très efficace, très bon. On est sur quelque chose de assez minimaliste, qui se joue bien, les règles se comprennent super bien. Mind Up, comment ça fonctionne? C'est en soi assez simple. On aura au milieu de la table un nombre de cartes correspondant en joueurs, où il y aura un chiffre qui sera indiqué sur chacune de ces cartes. On va les mettre en ordre croissant, et ensuite on va jouer simultanément une carte de notre main, qu'on va également mettre en ordre croissant, et imaginons que j'ai mis le 15, ça veut dire que je vais prendre la première carte ici, et les autres ce sera à la suite en fonction de leur chiffre indiqué sur la carte. Ensuite, la carte que je récupère, je vais devoir la mettre sur une des sélections ici. Si je ne possède pas encore la couleur, eh ben, elle va aller sur une sélection qui est vide. Si j'avais déjà cette couleur, eh ben, je la mets à la colonne correspondante. Une fois un nombre de tours accompli, on va avoir une certaine collection de cartes ici. Et par exemple ici, pour chaque carte bleue que j'ai collectionnée, eh ben, ça me fera 4 points. On aura également des points bonus qui sont attribués sur les cartes directement, mais aussi des malus. On va faire ça en plusieurs manches. Une fois toutes les manches accomplies, et ben on compte les points. Celui qui a le plus gagne la partie. C'est très malin, c'est très rapide. Et on peut sortir au restaurant en attendant. On peut jouer avec des enfants comme avec des adultes. Donc vraiment très content de le voir là. Et en plus, je trouve que c'est une mécanique qui est hyper intéressante qu'on pourrait approfondir pour d'autres jeux. Putain, si ça tombe, mon pauvre ami. Déjà fait tomber la boîte. Alors, Planet Unknown. Ça c'est du jeu. J'ai trop aimé. Planet Unknown est un jeu compétitif dans lequel vous allez terraformer votre planète avec des polyomino. Ces polyomino vont avoir différentes couleurs. Ces couleurs, lorsque vous les posez sur votre planète, augmenteront différentes jauges sur votre plateau. Ces jauges vous permettront de débloquer des compétences, vous permettront d'avancer plus facilement avec votre rover sur la planète, vous permettront de placer d'autres tuiles pour remplir mieux votre planète, et ainsi de suite. Et gagner le plus de points possible selon ce qu'on a recouvert en fait au fur et à mesure sur notre planète. Et c'est ça qui va nous donner les points. Et on a aussi des points d'objectifs. Ce qui est très cool, c'est le plateau de fromage qui tourne comme ça en rond, qui nous donnera notre sélection afin de poser nos tuiles. On peut analyser ce qui va arriver au prochain tour afin de préparer la suite sur notre planète. Et franchement, pour un premier gros jeu, pour des gens qui ont vraiment envie de connaître l'univers du jeu, c'est un très bon premier pas. Franchement, je pense qu'on est sur un bon jeu où on se fout pas de notre gueule. C'est vraiment quelque chose qui est bon, qui est très intuitif. Franchement, un jeu vraiment cool. Knarr, aucune surprise, c'est excellent, c'est petit, c'est dynamique, c'est fun. Ça se joue de 2 à 4, ça joue très bien 2 à 3 et à 4. Vous allez incarner un équipage de vikings, vous allez recruter des vikings, et du coup ces vikings vont pouvoir aller conquérir différents territoires. Et on aura à notre tour 2 actions possibles. Soit je recrute un membre d'équipage, donc je vais jouer une carte parmi mon équipage déjà constitué. Imaginons que je joue la rouge, et ben je vais actionner toute la colonne rouge qui y correspond. Là je vais gagner de la réputation, mais également gagner un jeton vert qui me permettra d'avoir un plus de contrôle sur certaines choses. Vu que j'ai joué de rouge, on va regarder sur les différentes colonnes qui sont ici. Sur le plateau, on a la couleur rouge juste ici, donc je vais prendre cette carte en main, et ce sera au prochain joueur ou joueuse de jouer. Ma deuxième possibilité, c'est d'aller explorer. On va avoir des cartes qui sont juste ici. Voici un exemple de carte qu'on va pouvoir explorer. Et pour pouvoir l'explorer, il va falloir défausser les cartes couleurs correspondantes afin de la gagner. En haut à droite est indiqué ce qu'on va acquérir directement après l'acquisition. Et sinon ici, on va mettre en dessous de notre drakkar et ça va nous servir à faire des petits combos grâce à nos bracelets juste ici. Il n'y a pas du tout de côté très confrontant, donc c'est un jeu de viking relativement pacifique. C'est des combos, c'est du développement. Parfois il faut faire des sacrifices pour pouvoir gagner plus de ressources après et puis améliorer nos combos. C'est un pur bonheur ce jeu, je vous le recommande chaudement, c'est un énorme coup de cœur de cette fin d'année. On a envie d'enchaîner les parties, c'est hyper addictif et c'est très rapide à jouer, ça se joue en 30 minutes. Par contre, on a un gros problème dans ce jeu, et ça concerne un peu l'édition, c'est qu'on a des pions de couleurs qui se ressemblent beaucoup trop. Ici on a
un blanc, pur blanc ici, hein, nous on appelle ça la couleur cervelas, mais qui est un peu beige clair et ça se ressemble beaucoup trop là à la caméra, vraiment c'est ignoble. Et ça c'est une grosse erreur, surtout pour les daltoniens, c'est très problématique. Et je pense que c'est ce qui lui a fait perdre beaucoup de points. Il a eu de la chance de passer ici parce que ça reste un très bon jeu avec des dilemmes hyper intéressants. C'est un jeu qu'on veut rejouer à n'importe quelle config. Vraiment, c'est un jeu qui reste intéressant. Mais c'est le travail d'édition qui perd quelques points sur ce jeu-là. Celui-là aussi, je l'aime trop. Nekojima, c'est vraiment un jeu d'équilibre. On va devoir poser des piliers les uns sur les autres et ne pas toucher les autres câbles. Et ensuite déposer des chats. On est sur l'île de Nekojima, qui est l'île aux chats au Japon, et on va devoir mettre des pylônes électriques qui sont représentés ici, sans les faire tomber. À votre tour de jeu, c'est très simple, vous allez lancer 2 dés qui vont vous indiquer en fait dans quel quartier vous allez placer vos 2 pylônes. Les pylônes vont avoir 3 couleurs distinctes, rouge, blanc et bleu clair. Chaque couleur de ces poteaux représente une longueur, donc tous les blancs vont être de la même longueur, c'est juste les poteaux en termes de hauteur qui vont soit s'agrandir ou être un petit peu plus petits. On a un peu de stratégie, il ne faut pas toucher les lignes électriques des autres poteaux déjà placés, il va falloir faire attention parce qu'il ne faut pas que nos lignes électriques soient en dehors des différents quartiers, mais en plus de ça on peut emmerder un peu les autres. On va également devoir placer des chats sur les différentes lignes électriques et suivant comment ça peut tout faire tomber parce qu'on a des chats qui sont un peu plus grands, plus longs, etc. Et donc ça peut faire tout chavirer. Et c'est un jeu qui peut être fait soit en coopératif, soit en compétitif. Non, c'est un très bon choix, je trouve. Messieurs, dames, l'heure est venue de sélectionner parmi tout ça, tous ces jeux qui sont derrière moi, parmi ces 15, eh ben, je vais devoir en mettre 7. Franchement, on est sur des choix hyper compliqués. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce que franchement, les jeux qu'on nous propose, ils sont tellement qualitatifs et ça permet aussi à des gens qui sont un peu moins à l'aise là-dedans de commencer à jouer, quoi. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, dans tous les thèmes, dans tous les mécanismes. L'originalité aussi, il y a vraiment des jeux qui sont chouettes. Ouais, vraiment, on a pinaillé sur des jeux, vraiment, parce qu'il fallait départager. Et je sais qu'il y en a qui vont être deg parce qu'il y a certains jeux qu'ils ont vraiment voulu et qu'ils n'ont peut-être pas eu. On avait des pépites, hein, encore en plus. On peut être assez fiers de nous, quoi. Nous nous trouvons donc dans la forge de la Tindre, dans le Val de Charmey, et je suis accompagnée des 2 spécialistes dans le domaine que je vais laisser se présenter. Alors, mon nom est Freddy Ross et je suis fils et petit-fils de forgeron et aujourd'hui j'œuvre ici comme guide animateur. Bonjour, mon nom c'est Philippe Renevet, je suis artiste ferronnier et je suis aussi guide animateur ici à la forge. Alors Freddy et Philippe, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter l'histoire de cette forge ? Alors je pense que Freddy est plus apte à nous raconter l'histoire vu que c'est quand même une histoire de famille pour lui. Mon grand-père qui était initialement à Yonne, qui œuvrait comme forgeron et maréchal ferrant, et comme cette forge ici à la Tsintre a été fermée durant 2 années, il est venu reprendre cette activité de forgeron et de maréchal ferrant ici à la Tsintre en 1919. Donc il y a de ça plus d'une centaine d'années que cette forge est active ici à la Tsintre. Pourquoi cette forge elle est ici à la Tsintre? En fait, elle est liée au commerce du fromage. Parce qu'à l'époque, il y avait
enfin toujours aujourd'hui d'ailleurs, il y a la production de fromages de gruyère d'alpage. Ces fromages sont descendus à dos de mulet ou à dos de cheval pour les amener dans les caves à fromage qui sont là à la Cintre. Et qui dit transport par chevaux ou par mulet, bien ces bêtes, il faut les ferrer. Donc c'était un endroit stratégique pour le passage obligé de ces mulets pour venir à la forge pour les ferrer. Et puis suite après mon grand-père, c'est mon père qui a repris cette forge, qui a continué d'œuvrer. Et les principales activités de cette forge, c'était, comme on l'a dit, le ferrage des chevaux, des mulets. Il y avait tout ce qui concerne la taillanderie, ça veut dire les outils de bûcheron. Et puis il y avait tout ce qui était en rapport avec les roues de char. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas des chars à pneus, on avait des chars à cercle. Et ces roues de char devaient être cerclées à chaud. Et tout ce travail se faisait ici à la forge de la Cintre. Vous avez aussi une association, en fait, quel est son but? Alors effectivement, on a créé cette association des Amis de la Forge. Et le but, c'est de faire revivre ce métier de forgeron surtout, et aussi de maréchal ferrant, et de pouvoir montrer la pérennité de ces activités au travers de cette ancienne forge, car nous avons une chance importante, c'est que l'équipement de cette forge, les machines et autres, sont restés tels quels depuis une centaine d'années. Et c'est un patrimoine qui est important de maintenir. Et dans le cadre de cette association, justement, les statuts prévoient que ce patrimoine doit être maintenu tel que nous l'avons aujourd'hui. Hormis les merveilleux meeples qu'on a eu la chance de forger, qu'est-ce que vous forgez d'autre? On est actif aussi au niveau de tout ce qui est manifestations dans les alentours qui sont aussi reliées avec le monde de la paysannerie, c'est-à-dire que les Désalpes, on a un stand à Charmey pour la Désalpes de Charmey, donc on travaille sur place. En général, on forge une crémaillère. Une crémaillère, c'est ce qui servait à pendre les chaudrons dans les chalets d'alpage. Donc souvent, on forge une crémaillère pour montrer aux gens, ben voilà, on a encore un savoir-faire qui va gentiment disparaître du fait qu'on n'a plus beaucoup de place où on peut faire un apprentissage. L'apprentissage existe toujours. Constructeur métallique option forge, mais notre gros problème, c'est de trouver des places pour ces jeunes. Donc on est présent là, on est présent au Forum des métiers, on fait beaucoup d'activités. Cette année, on est allé 7-8 fois hors les murs pour faire forger sur place. C'est-à-dire qu'on a quand même des activités extérieures. On est allé au marché folklorique à Bulle, donc quand on est en forge à l'extérieur, il y a toujours beaucoup de gens qui viennent regarder ce qu'on fait. Justement, l'idée, c'est de leur montrer un peu du travail artisanal. On a aussi beaucoup de pièces qu'on peut déjà acheter au niveau de la ferronnerie qui sont déjà faites, mais nous, on les fait toutes à la main. On fait comme à l'époque. Vous l'avez dit, donc c'est un métier artisanal qui intrigue. Vous êtes Oui. tous les deux animateurs. Quel type d'activité on peut faire si on vient vous rendre visite ici? Alors déjà, dans le cas des visites, il est important que les gens prennent connaissance de ce métier qui était actif en rapport essentiellement avec la paysannerie, parce qu'il faut penser qu'ici, nous sommes dans une forge de campagne. Donc il y avait tous les outils liés à l'exploitation forestière, à l'exploitation du monde agricole. Et puis les gens qui viennent voir la forge, on leur explique un petit peu tout ce qui se faisait à l'époque et ce qu'on peut encore faire aujourd'hui. Puis ce qui est intéressant, c'est quand nous avons des écoles, des jeunes gens qui viennent et ils découvrent ce métier de la forge, ils sont en admiration devant tout ça. Et puis, il y a quand même, je dirais, un peu une part de magie, parce que quand le feu, l'enclume, le fer rouge, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel de pouvoir observer ça. Et puis, Philippe, il donne également des cours de forge et on a de plus en plus de personnes qui sont intéressées pour s'initier à ce métier de forge parce que chauffer une barre de fer au rouge, la frapper sur l'enclume, lui donner une forme. Effectivement, il y a un élément magique là derrière et surtout Philippe, il est très sollicité pour donner des cours d'initiation au métier de forgeron. Vous avez donc tous les deux un métier de passion finalement, un peu comme nous. Et comment est-ce qu'on peut soutenir votre association? Par quels moyens? Alors là, vous posez vraiment une très très bonne question parce que dans le cadre de l'association, nous avons des adhérents et c'est une somme de 50 francs par année pour les adhérents qui font partie des Amis de la Forge. Et les sociétés, nous sommes également soutenus par des artisans et des sociétés qui paient une cotisation de 200 francs, ce qui nous permet de couvrir un peu les frais d'exploitation de notre forge. Merci beaucoup Freddy, et merci Philippe, et puis bonne suite à cette merveilleuse forge et bravo pour ce que vous faites.
Merci beaucoup. Merci à vous. C'est maintenant grâce au jeu To ou Topo que l'équipe va finaliser sa sélection. Let's go! Salut l'équipe! Salut. Alors vous êtes prêts pour cette sélection finale? De ouf. Ouais, Ouais. j'en peux Ok. plus. Ouais. Alors je vous rappelle un petit peu les règles du jeu. Ah. Le To ou Topo. Donc à votre tour, vous allez avoir en fait une sélection de cartes sur lesquelles vous avez vos jeux. À la manière d'un trio, vous allez demander à quelqu'un To ou Topo tel jeu et celui-ci devra le révéler s'il l'a. Et vous pouvez répéter cette opération jusqu'à 2 fois. Si en revanche la personne n'a pas le jeu que vous avez demandé, il devra révéler une autre carte de sa main. Dans ce cas, les cartes révélées seront reprises dans vos mains. Vous pouvez également ajouter une carte de votre main à un lot déjà disponible. Donc les familles qui auront 3 cartes seront considérées comme les meilleurs jeux des 6 derniers mois de l'année 2023. Et les familles qui auront 4 cartes seront considérées comme les coups de cœur de l'équipe. Vous êtes prêts? Je sais pas faire. Allez. Let's go! Alors, on va commencer par Camille. Oh, Alors, ne regardez pas au cas où il y a une carte qui se révèle. je triche. Bah non. C'est pas vrai. Les Ah, cartes ok. de Camille. Je suis vert, c'est jamais. Est-ce qu'il y a un indice sur vos t-shirts? Est-ce qu'il y aurait un Merci. Les cartes de Dylan, les cartes de Loïc Le meilleur pour la fin. et le meilleur pour la fin, les cartes de Vanille. Let's go! Madame, messieurs, bon courage. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai écrasé la main. Ah, ça va, t'as mal? C'est bon, Ok. C'est parti, on y va? Yes. Allez. Allez, vas-y Camille. Ah, c'est moi qui commence. Ouais. Allez. J'ai presque peur d'un consensus. Hein. Pourquoi? Je crois pas. Tac. Toi, t'as pas compris les règles. J'ai fait un effort. Toi, t'as pas compris les Oui, règles. pardon. J'ai dû demander. Vas-y, on Elle s'est donnée jusqu'au bout! Pour rien! Mais je l'ai embrouillé. Oui. Allez, je suis en train de créer. Je crée du. Ok. Du bêtisier. Reset mental. Oh putain, ça c'est du Camille tout craché. J'écoute pas. Il pose des questions tout à la fin quand on a expliqué les règles. Vanny, Oui. est-ce que tu as Knar? Attention, va-t-il sortir? Oh la vache. J'ai peur, hein. Hop les Deux. Deux knarrs qui sont sortis. Loïc, c'est à toi. On va le faire direct. Oh! Dylan, toi ou toi pas, Knar? Je l'ai, bien sûr, c'est une évidence. Bien sûr, Knarr est sélectionné. Sera un Et coup de même cœur. ce sera un coup de cœur, Knarr. Voilà, comme ça, celui-là, il est éliminé. C'est bon. Il est On met de fait. côté. Coup de C'est cœur de l'équipe. bon. Je vais demander à ma très chère Camille. Oui. To ou Topo Spirit. Ça pue. Oh! Tu l'as cherché longtemps, celui-là. Hein. Oui, Oh, oui, c'est oui. Spirit. Alors, en même temps, il n'y a pas de. Il faut durer un peu de suspense, écoute. Surtout, il n'y a pas de Je nom écrit rajoute dessus, le mien. C'est difficile. Hein. Loïc, Oui. To ou Topo Faraway? T'en penses quoi? Attends. To. Oh! Faraway qui est sorti par Loïc. Camille, Mhm. To ou Topo Faraway? Vas-y, je me casse de cette table. Ça va, on n'a pas un consensus. On n'a pas une unanimité. Oh! C'était fait juste exprès à cause de ça. Du coup, tu dois révéler une autre carte. Ok, perspective. Loïc, Yes. Mhm. To ou Topo, Planet Anno. C'est un nom. J'ai pas. Oh, oh, oh. Je crois pas. Oh. T'as pas? Tu l'as pas mis dedans. Non. Ah, ma foi. Ma foi. Tu dois montrer une autre carte. Eh oui. Vas-y, révèle-nous révèle-nous un de tes sélectionnés là. Qu'on rigole bien. Qu'on rigole bien. Ouais. Ah! Oh. Ok, Très bon ok, choix, très ok. bon choix. Ok. Bon, bah, on va attaquer sévère. Dylan, Oui! toi ou toi pas obsession? Obsession? Mhm. C'est non.
Quoi? Obsession, c'est non. Non, je n'ai pas sélectionné Obsession. Ça veut dire qu'il y a d'autres jeux qui sont passés devant Obsession parmi les 15. Oui. Je pense qu'il y avait des évidences. Très clairement. Ah bon? Oui. Bah, allez, Absolument. moi j'ai les évidences en main. Ah oui? Moi aussi. Mais Bah je vais montrer autre chose, Vas-y. très chers amis. C'est bon, vous êtes au clair? Ok, c'est à moi de poser une question. Vas-y. Alors, je vais poser une question. Bon, allez, Fanny, Oui. To ou Topo, Skyteam? Je pète un câble. Si tu veux. C'est évident. Ouais, C'est évident. C'est une évidence C'est même. évident. Dylan. Encore? Eh bien, Ouais. décidément. Vous avez quelque chose contre moi? Bah oui, t'as pas En pris tout, cas, Obsession. moi, j'ai Obsession. en tout cas, moi, j'ai quelque chose contre vous. Ça, c'est sûr et certain. To ou Topo Nekojima? C'est oui. Olé! Je sens arriver des coups de cœur. Je sais pas, je les sens arriver. Ouais, peut-être, gentiment. hein, peut-être. Bon, bah du coup, Vanille, Oui. To, Topo, Obsession. Hop les. Eh bah oui. Ah, du coup, hein. Oh. Par contre, je m'attendais pas du tout à ça de sa part. C'est vrai? Ouais, non, Ah bon? je pensais pas du tout. Ouais. Et pourtant, on l'a bien aimé. Je Oui. pense- je- Vraiment, c'est un jeu qui t'a marqué quand on a Ouais. fait. Ok. Oui. Les Anglaises sont très belles et les Anglais sont très beaux sur les cartes. Mais pas les Américains et les Américaines. Non. Pourtant, c'est bien moi qui ai pioché 0 américain. Dylan. Et décidément. J'ai plus grand chose. Hein. To ou Topo Planet Unknown. C'est long. Planet Unknown reste très sympa, mais C'est pas rentré dans les tops. non, c'est pas rentré dans les 7 meilleurs. Non, clairement pas. Mais je vais montrer autre chose. Vous avez quasiment toute ma main. Et je vais montrer ceci. Oh, c'est Eh oui. intéressant. Et oui, petit apéro là, ça passe bien. Ok, on continue. Je vais demander. C'est Loïc, je sais pas poser de question, il me semble. Du coup, Loïc, To ou Topo? Allez, on va le faire. Perspective, pardon. Bon, en même temps, Allez, on va le révéler comme ça. c'est fait. C'est fait. De À toute toi, façon, tu le Vanille. connaissais. Camille. To ou Topo Nonaga? Quel dommage. Je comptais sur toi. Et tu peux révéler une autre carte. Sans blague. Tu voulais quand même la montrer, hein. Tu sais qu'il y a 6 mois, nous deux, on était plutôt d'accord. Et là, je vois qu'on se sépare un petit peu. On diverge. Ouais, on diverge un petit peu, nous Verge. deux. Putain. J'ai envie de te lancer ce micro. Et tu sais à quel point il est lourd. Ouais, mais il est un peu bancal ton micro. Non, il va très bien, regarde. Non, arrête. Arrête, laisse-le. Il a bu un peu ce matin. C'est à moi, je crois. Olé, Nekojima, famille de 3. Allez, on valide. Oh, le coup de cœur absolu. Ok, c'est à moi. Camille, on a passé de très très bons moments. Ouais. Tu le sais. Camille, To ou Topo, le château blanc. Vas-y, je me casse. Casser les couilles. J'ai hésité avec un. C'était vraiment. Mais vas-y. C'était vraiment celui où j'ai hésité à un et l'autre et je me suis dit, si je mets Château Blanc, on aura tous les mêmes cartes. Du coup, j'ai choisi Planète Unknown. J'ai envie de tout casser. J'ai envie de... Désolée. Ne t'excuse pas. Et du coup, tu peux révéler quelque chose. Autre chose que Planet Unknown. Ah, forcément, Skyteam. Loïc. Oui. To ou Topo d'orge de blé? Que dalle. Mais c'est quoi cette sélection? Je crois que tu sais. Oui, la sélection, c'est une évidence. Ah ouais. Oui, il y a des... Clairement. Je révèle Obsession. Oh là là. Oh, je vais bien me faire foutre sur cette sélection. Oh putain. Oh, mais dans tous les sens, quoi. Vas-y, Camille, à toi. Bon, bah, du coup. Hop les Skyteam sélectionné. Évidence aussi. Vous avez combien de cartes en main? 2. 2. 3.
Ah, c'est moi qui ai le plus de cartes en fait. Ah ouais. Vanille. Oui. To ou topo? Sans blague. Spirit. J'étais sûre du coup. Topo. Sans blague. Oh, t'as pas? Non. Mais non. Bah, il y avait d'autres jeux, c'était plus une évidence. Comme Nonaga, c'est ça? Tu révèles Ça une petite cause. carte, s'il te plaît? Ouais, donc. C'est à qui? J'ai presque l'impression que j'ai les dernières cartes. Bon, on arrive gentiment au bout, je pense. Il y a Loïc qui a encore plein de cartes. Et j'ai encore 4 cartes. Bah. Bah, demande à Loïc. Bah, Loïc, Toho Topo Mind Up. Comment? Non. Bah, je m'y attendais, vas-y. Spirit. Loïc, To Oui. ou Topo? Obsession. Et voilà. Voilà. ça, Obsession c'est fait. sélectionnée. Bon, je joue des cartes par pitié. Spirit. Allez, sélectionné. Du coup, Toho Topo, Camille, perspective. Hop, sélectionné également famille de 3 pour perspective. Vas-y, finis le jeu. Loïc. Oui. To ou topo, Skyteam. Et c'est le dernier jeu. Ça nous a été annoncé. Toutes les sélections ont été révélées. Et donc, On peut révéler les dernières cartes en main. révéler nos dernières cartes en main. Donc, du côté de Vanille, qu'est-ce que tu as? D'orge de blé. Nonaga et Faraway. Ah, mais toi, tu l'avais, Faraway? Oui. Hop, donc on a encore une famille de 2 ici. Tu m'as engueulé avec Faraway, mais tu l'as pas. On est d'accord? Ben, c'est un jeu de bluff aussi. Je suis seul avec Mind Up et le Château Blanc. Alors je tiens à dire que le Château Blanc, je suis très très choqué qu'il n'y ait pas au moins quelqu'un autour de cette table. À choisir entre les deux. Et j'ai pris celui-là parce que je me suis dit, bon, il y aura... Faut choisir. Voilà, il fallait choisir. Et puis franchement, Château Blanc est incroyable aussi. C'est vrai que je suis un peu déçue qu'il n'y en ait pas au moins 2. À cause de qui? Bah de moi. Si c'est pas beau quand même. Non, franchement, Franchement, c'est c'est une une belle sélection. très très belle sélection. Ça a été 6 mois intenses. Oui. Beaucoup de jeux Alors là, qu'on a testés, des pépites en vrai. Ça a été. C'était super compliqué pour départager les jeux. Et encore, on n'a Vraiment. pas réussi à tout tester. C'est Oui. ça le gros problème. En fait, c'est vrai que si on prend individuellement, on a testé énormément de choses. Mais par contre, si on prend nous 4, bah, malheureusement, on n'a pas pu tout tester. Donc on a dû faire des sélections. Tout d'un coup, quelqu'un testait quelque chose d'absolument exceptionnel. Et ben, on a essayé de faire tester les autres. Comme The Witcher par exemple. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Et non, franchement, je suis hyper dégoûté. Comme tu as eu ces 6 premiers mois, mais c'était aussi partagé avec toi, Vanille. Pour Quand Scout et c'est Pagan. Scout et Pagan, eh ben je vous comprends. Sauf que moi, au moins, j'ai pas défoncé The Witcher. Ah non plus. Mais t'aurais le droit de défoncer, je m'en fous. Parce que tu as des arguments aussi. Mais sinon, il y a eu quand même des surprises, rien que dans les 15. Complètement. On peut penser à Sawari. Il en va de même, mais dans l'autre sens pour Ancient Knowledge. Je pensais On l'a même Ah, pas oui, vu moi passer, j'étais ouais. sûre qu'il allait Mais oui. passer. Ouais, de Ouais. ouf, il est même pas passé quoi. Non. Là, on vous a dévoilé nos meilleurs jeux, les préférés. Mais parmi les 15 avec les meilleures notes, c'est tous des pépites. Et puis il y en a d'autres qui suivent aussi derrière. quoi. Exactement. Et je pense par contre qu'on peut dire que parmi les 15, on est quand même vraiment d'accord sur cette sélection. Contrairement à cet été, elle a été passée, où il y avait Kites. Bah moi je reste un peu plus partagé parce que même si ça fait la deuxième fois qu'on fait ce format, je suis quand même le seul à avoir 2 tout seul. Non, Ah non toi t'en On as est deux. Ah non t'en as 2 aussi. Ah bah oui. non, my God. c'est parce que vous aimez pas les petits jeux, c'est que des grands jeux. Donc toi tu parce que vraiment ça se bataillait beaucoup au niveau des notes, surtout ceux qui étaient plus bas, ils étaient très rapprochés. Donc ça se joue vraiment à rien. Je pense qu'Ancient Knowledge, The Witcher, tout ce qui est un peu par là, c'était à 2 doigts de passer quand même.
On se réjouit de regarder les notes une autre fois. Voilà, parce qu'on va faire un live débrief de tout ce qu'on a vécu avec cette deuxième sélection. Aussi un retour un peu plus approfondi sur la quantité de jeux qui sort et nos ressentis qu'on a eu avec tous ces jeux qu'il fallait tester pour proposer une sélection intéressante et variée. Genre là, Et en plus de ça, il y a une nouveauté. On a fait le loto des sélectionnés. Avant de découvrir tous les sélectionnés, on a dû noter sur une fiche lesquels on pensait retrouver, les 15 jeux qu'on pensait retrouver. vous voyez juste en dessous la date du live, donc ce sera à 20h, à cette date précise. Et donc n'hésitez pas à venir afin de débattre aussi, de nous insulter si vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Et puis aussi de nous faire un retour sur le format si vous avez bien apprécié. Une grosse frustration de mon côté, c'est qu'effectivement, il y a d'énormes gros jeux qui sont sortis cette fin d'année que j'aurais absolument eu envie de tester. Et ouais, on a dû les choisir. Ouais, hein. et de vous faire tester. Notamment un regret pour ma part, c'est Forêt Mixte. Non pas que j'ai trouvé que c'était le meilleur jeu, mais j'étais extrêmement curieux d'avoir vos retours. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps d'y jouer. On a eu également Autobahn qu'on avait envie de tester, enfin pour ma part en tout cas. Ah, moi il y en avait un clairement que j'avais envie de tester, c'est Nucleum. mais surtout Hégémonie. Oui, Hégémonie. Hégémonie, ça a l'air d'être... bon, c'est gros jeu, hein. On est parti pour quelques heures de jeu et tout, mais ça a l'air de promettre en tout cas. Mais malheureusement pas eu le temps de s'y mettre. On a testé du coup, après notre sélection finale avec Vanille, des jeux qui sont sortis en fin d'année 2023. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à les tester avant? On regrette tellement, parce qu'ils auraient pu avoir leur place. C'est vrai que là, nous avons 2 grandes personnes et 3 petites. Il faut grandir. Manger de la soupe. Ça me Tu m'as fait ça. Non, mais si tu peux le garder. On a fini cette sélection. Voici donc les coups de cœur ainsi que les jeux que l'on a considérés comme étant les meilleurs de cette année parmi ceux que l'on a testés. On remerciera Mims, Noémie, Bravo d'avoir bien voulu changer de chaîne YouTube temporairement. Allez chez la concurrence. Et du coup, c'était de nouveau un gros plaisir de faire cette vidéo. C'était très très cool. Et puis on remercie bien sûr l'association de la Forge de l'Atcentre qui nous a bien gentiment accueillis dans la grange ainsi qu'à la Forge où on a pu littéralement forger nos meeples. Ils sont à nous, c'est nous qui les avons faits. Et ça fait plutôt plaisir et merci vraiment à eux. Je mettrai en description leur site internet, comme ça vous allez pouvoir regarder un tout petit peu. Et si vous avez envie même de les soutenir, eh ben, je pense que ce serait pas de refus et ça leur ferait un grand plaisir. Je remercie également tous les participants et participantes derrière la caméra qui nous ont aidés à organiser ces journées de tournage, aussi de préparer l'affiche. Ce qui est de la nourriture également, même si vous vous en fichez, hein, mais c'est très important de vous hydrater et de vous nourrir. Oui, parce que sinon on ne serait pas debout, je pense. Et sinon, cadreur... l'effort de forger notre meeple. Et sinon, cadreur et cadreuse également, qui nous ont bien aidés afin de réaliser cette vidéo. Un petit applaudissement. Au revoir. À tout bientôt, Et prenez soin de ciao. vous, jouez à des jeux. À plus. Ciao, ciao.